عندنا 25 اذار نعتبره خط احمر نحن ما حدا يلعب معه. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Liban, la formation du nouveau gouvernement au cœur de l'entretien de Michel Sleiman avec des représentants du Hezbollah et du mouvement Amal. Le 8 mars, toujours opposé à un cabinet neutre ou de fait accompli. Une délégation iranienne attendue au Liban dans les prochains jours pour participer à l'autopsie de Majed el-Majed, alors que les autorités saoudiennes demandent le rapatriement de la dépouille du chef des brigades, Abdallah Azzam. L'ONU lance les invitations pour la conférence de paix sur la Syrie prévue le 22 janvier en Suisse. La participation de l'Iran doit être discutée la semaine prochaine lors d'une rencontre entre Sergei Lavrov et John Kerry. Et dans ce journal, on ira aussi en Irak où la prise de Fallujah et de plusieurs quartiers de Ramadi par les combattants liés à Al-Qaïda illustre la résurgence du réseau extrémiste dans un pays de plus en plus instable. C'est le focus du jour avec Serge Berberi. La formation du nouveau gouvernement au cœur des réunions de Michel Sleiman ce mardi. Le chef de l'État s'est notamment entretenu avec des représentants du Hezbollah et du mouvement Amal. Il a ainsi reçu Hossein Khalil, conseiller du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ainsi que le ministre sortant de la Santé, Ali Hassan Khalil, qui lui représente le chef du Parlement, Nabih Berri, également chef du mouvement Amal. Le camp du 8 mars est fortement opposé à la formation d'un cabinet neutre ou de fait accompli. Ces formules sont en train d'être étudiées par Sleiman et le Premier ministre désigné Tamam Salam pour sortir de l'impasse gouvernementale 10 mois après la démission du cabinet de Najib Miati. Le député des forces libanaises Antoine Zahra a qualifié d'atteinte à l'honneur du chef de l'État la campagne menée contre Michel Sleiman par certains partis. Il a indiqué lors d'un point de presse que cette campagne vise les prérogatives du président. Selon lui, dire qu'il répond à des conseils ou qu'il suit des agendas extérieurs est une insulte pure et simple au chef de l'État. Antoine Zahra estime par ailleurs que les assassinats qui visent des personnalités du 14 mars ne peuvent pas être liés aux attentats dans la banlieue sud de Beyrouth, car ces derniers sont le résultat de l'implication du Hezbollah en Syrie. Une délégation iranienne est attendue au Liban dans les prochains jours pour participer à l'autopsie de l'islamiste saoudien Majed el-Majed. Elle va aussi enquêter sur les circonstances de la mort du chef des brigades Abdallah Azzam, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda. La délégation sera composée de responsables de la diplomatie iranienne ainsi que de responsables juridiques. Arrêté le 26 décembre dernier par les services de renseignement de l'armée libanaise, Al-Majed est décédé samedi à l'hôpital gouvernemental de Barabda où il était détenu. C'est son groupe qui avait revendiqué le double attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth en novembre dernier. Et puis les autorités saoudiennes ont par ailleurs officiellement demandé le rapatriement d'Al-Majed. La demande d'un de ses frères a été adressée au ministère libanais des Affaires étrangères par voie diplomatique. Le secrétaire général du Parti arabe démocratique, Refat Eid, a été interrogé pendant près de 2 heures ce mardi avant d'être remis en liberté sous caution d'élection de domicile. Il est accusé d'avoir proféré des menaces contre les services de renseignement des forces de sécurité intérieure, allant même jusqu'à les menacer de mort. Le corps d'un inspecteur de la Sûreté Générale avec un impact de balle à la tête a été trouvé par les forces de sécurité à Baalbek, c'est dans la Bekaa. Bassam Soleh était porté disparu depuis 2 jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Au moins 34 djihadistes étrangers ont été tués après des combats avec des rebelles dans le nord de la Syrie. Il s'agit pour la plupart des membres de l'EIL, l'État islamique d'Irak et du Levant, un groupe affilié à Al-Qaïda. Selon l'OSDH, ces djihadistes ont été exécutés par des rebelles au cours des derniers jours. Depuis vendredi, de violents affrontements opposent 3 coalitions de combattants à l'EIL, accusés de commettre des meurtres et des enlèvements. Le mouvement a vu le jour en Syrie en janvier 2012 sous le nom de Front al-Nusra, avec l'arrivée de djihadistes irakiens dirigés par Abu Bakr el-Baghdadi, chef d'Al-Qaïda en Irak. Et puis sachez que le chef du Front al-Nusra, un des groupes djihadistes impliqués dans les combats en Syrie, a justement appelé un cessez-le-feu entre les combattants islamistes et les rebelles syriens. Et puis sur le front diplomatique, l'ONU a envoyé les invitations pour la conférence de paix sur la Syrie prévue le 22 janvier en Suisse.
Grand absent, l'Iran, qui ne fait pas partie de la première liste d'invités. Sa participation doit d'ailleurs être discutée le 13 janvier lors d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergei Lavrov et John Kerry. Washington est opposé de longue date à une participation de Téhéran à la conférence, mais John Kerry a ouvert la porte dimanche, indiquant que les Iraniens pourraient y contribuer en marge. Une offre déclinée pour l'instant par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui n'acceptera qu'une invitation qui respecte son honneur. Dans un instant, direction la Turquie qui ordonne une nouvelle purge massive au sein de la police. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, la chronique du 16-40 avec mon collègue Serge Berberi. Bonsoir Serge. Bonsoir Nour. Alors aujourd'hui, notre focus est sur l'Irak, la prise de Falloujah et de plusieurs quartiers de Ramadi par les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant liés à Al-Qaïda illustre la résurgence du réseau extrémiste dans un pays de plus en plus instable. Effectivement, Nour, et l'Irak craint de revivre les heures sombres de l'insurrection anti-américaine qui ont suivi l'invasion américaine de 2003. C'est à Falloujah, une ville de 300 000 habitants dans la province d'Al-Anbar, au cœur du pays, et à Ramadi, que les djihadistes avaient essuyé leurs plus lourdes pertes durant leurs 9 années de présence. Et c'est là que le pouvoir irakien, soutenu par Washington, semble sombrer. Noura. La prise de Falloujah par l'État islamique en Irak et au Levant illustre le retour en force d'Al-Qaïda, pas seulement en Irak, mais dans la région, comme on le voit en Syrie par exemple aussi. Effectivement, l'État islamique en Irak et au Levant a franchi cette semaine, on l'a vu, un nouveau palier. Il faut tout d'abord le rappeler, ce mouvement a été créé en 2004, au début de l'intervention militaire américaine, et a manifesté son allégeance au groupe d'Oussama Ben Laden. Il était alors connu sous le nom d'Al-Qaïda en Irak. Et en 2006, le groupe a réussi à fédérer plusieurs groupes d'insurgés, a pris le nom d'État islamique en Irak. Il était très implanté dans les provinces d'Anbar, de Ninive et de Kirkouk. Depuis que la guerre ravage, je vous le disais, la Syrie, le mouvement s'est étendu aux pays voisins et a pris le nom d'État islamique en Irak et au Levant. Et puis autre chose, Serge, la prise de Falloujah illustre notamment l'impuissance croissante du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Tout à fait. Il est accusé de toutes parts de favoriser sa communauté et de diviser son pays. Depuis près de 2 ans, le gouvernement accumule les erreurs politiques et les insuffisances de gestion. La production pétrolière stagne, la corruption est de retour. Le pouvoir est donc confronté à la colère de la rue et des tribus sunnites. Et puis tôt ce matin, 3 fortes explosions ont résonné à l'est de Falloujah. Les forces de sécurité continuent de prendre position autour de la ville dans la perspective d'une opération majeure pour reprendre la ville. Justement, les batailles ouvertes dans des zones urbaines sont un point fort du gouvernement. Tout dépendra de la stratégie de Bagdad. Si le gouvernement irakien en profite pour relancer l'alliance avec les tribus, Al-Qaïda pourrait subir un sérieux revers. Si le gouvernement met les tribus sunnites sur la touche et poursuit son approche brutale, Al-Qaïda pourrait se renforcer considérablement. Voilà Nour. Merci Serge, c'était le focus du jour. Dans le reste de l'actualité régionale, nouvelle purge dans la police d'Ankara. Le gouvernement turc a démis quelques 350 policiers de leurs fonctions. Parmi eux figurent des responsables chargés de la lutte contre les crimes financiers. Il s'agit du remaniement le plus important au sein de la police depuis le scandale de corruption qui a éclaboussé le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan en décembre. Des dizaines d'hommes d'affaires, de patrons et de hauts fonctionnaires ont déjà été inculpés ou incarcérés dans le cadre de ce scandale. L'affaire a d'ailleurs provoqué la démission de 3 membres du gouvernement et précipité un large remaniement ministériel. Le Premier ministre accuse à mots couverts le réseau du prédicateur musulman Fethullah Gülen d'être à l'origine de l'enquête anticorruption et d'avoir constitué un État dans l'État avec des soutiens à l'étranger. Direction l'Afghanistan où la police recherche le frère d'une fillette de 10 ans. Il l'aurait forcé à porter une veste bourrée d'explosifs pour commettre un attentat suicide dans le Helmand, une province instable du sud du pays. Arrêtée dimanche, puis placée en détention, la fille explique que son frère lui a ordonné de se faire exploser avec l'engin contre un barrage de la police. La fillette dit avoir décidé de jeter la veste, mais elle n'aurait pas été retrouvée, selon des sources locales.
Les combats se poursuivent au Soudan du Sud. Les forces pro-gouvernementales continuent à avancer sur bord, tenues par les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar. La prise de cette ville stratégique ne serait plus qu'une question d'heures. Pendant ce temps, les négociations peinent à avancer dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Des délégations de la rébellion et du gouvernement de Juba ont brièvement discuté d'un cessez-le-feu et d'une éventuelle libération de prisonniers, les deux principaux points des pourparlers de paix entamés ce lundi. L'infante Cristina, la fille du roi Juan Carlos d'Espagne, a été inculpée de fraude fiscale et blanchiment d'argent par le tribunal de Palma de Majorque. Inculpation dans le cadre de l'enquête pour corruption qui vise son mari Iñaki Urdangarin. C'est la première fois qu'un membre direct de la famille royale espagnole est inculpé. Le juge des Baléares, qui enquête depuis 2010 sur cette affaire, est passé outre l'opposition du parquet pour inculper l'infante Cristina. Aux États-Unis, les températures ne cessent de baisser sur le centre, le nord et l'est du pays. Les records succèdent aux records avec un moins 53 degrés Celsius dans le Montana hier, pire qu'au pôle sud où il ne faisait que moins 34 degrés. Du jamais vu depuis 20 ans, cette vague de froid venue du pôle Nord, accompagnée de neige et de pluie verglaçante, a déjà fait une dizaine de morts en moins d'une semaine. Des conditions dangereuses pour le corps humain car en plus des risques d'engelure, la température du cœur peut subitement chuter. Dans certaines villes, il est même interdit de circuler. Nombre d'écoles ont d'ailleurs été fermées. Le transport aérien est très perturbé. 15 000 vols ont été annulés en 5 jours. Un froid polaire qui se déplace. New York et Washington se préparent déjà. Et la météo américaine n'annonce pas d'amélioration avant jeudi. C'est désormais officiel. Le Sénat américain a donné son feu vert à la nomination de Janet Yellen à la présidence de la Réserve fédérale américaine, la Fed. 56 sénateurs, dont 11 républicains, ont validé le choix de Barack Obama. Âgée de 67 ans, Janet Yellen va ainsi devenir la première femme à diriger la plus puissante banque centrale du monde. Elle prend ses fonctions à un moment où la Réserve fédérale a amorcé une réduction du soutien massif qu'elle apporte à l'économie américaine depuis la crise de 2008. Barack Obama l'a décrit comme une championne acharnée qui comprend que l'objectif ultime de la politique économique et financière est d'améliorer l'existence, l'emploi et le niveau de vie des travailleurs américains et de leurs familles. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, la formation du nouveau gouvernement au cœur de l'entretien de Michel Sleiman avec des représentants du Hezbollah et du mouvement Amal. Le 8 mars, toujours opposé à un cabinet neutre ou de fait accompli. Une délégation iranienne attendue au Liban dans les prochains jours pour participer à l'autopsie de Majed El-Majed, alors que les autorités saoudiennes demandent le rapatriement de la dépouille du chef des brigades, Abdallah Azzam. L'ONU lance les invitations pour la conférence de paix sur la Syrie prévue le 22 janvier en Suisse. La participation de l'Iran doit être discutée la semaine prochaine lors d'une rencontre entre Sergei Lavrov et John Kerry. Et puis en Irak, la prise de Falloujah et de plusieurs quartiers de Ramadi par les combattants liés à Al-Qaïda illustre la résurgence du réseau extrémiste dans un pays de plus en plus instable. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. في عندنا 25 اذار بعتبره خط احمر، نحن ما حدا يلعب معه.